Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Dame Lee Pasco. Salut Lee. Salut Pank et tout le monde. Salut, salut. Et donc on continue notre étude de la conférence du séminaire qu'il a fait avancer en 1972. Vous avez pu voir sur la dernière vidéo, on est surtout passé sur tout ce qui était hypnose. Et ça a été intéressant de voir le parallèle, ce que lui, il en pensait, etc. etc. Donc ça a été vraiment l'élément le plus marquant de cette première soirée. On va passer à la seconde soirée qui est très différente. Alors, je vous mets un peu dans la manière de penser. Elle va être longue la deuxième soirée, vous allez voir. Voilà, là c'est la première partie de la deuxième soirée, donc du jeudi. C'est pas mal d'éléments qu'on n'a pas forcément traités de la même façon dans la méthode Silva. Je vous rappelle, on est en 72, c'est le cours avancé. C'est un moment où, comme on vous avait dit avec Lee, il partage énormément ses connaissances, ses infos. Il a plein d'idées. On sent que c'est structuré un peu différemment que ce que ça va devenir dans les années à venir avec le graduate et l'ultra. Donc, il y a vraiment, je trouve, dans cette partie-là, vous allez voir, il donne ses croyances et en tout cas les conclusions qu'il a à un moment donné dans sa pratique. Et vous allez voir des tests qu'il a fait, notamment avec les enfants. Vous savez, quand il a commencé à former les enfants, les fameux 10 ans, où on n'a pas vraiment d'infos et où d'ailleurs Ed nous a répondu qu'il allait bientôt nous répondre sur ces fameuses années où on n'a pas beaucoup d'informations. Pour l'instant, il est occupé à d'autres choses, mais dès qu'il a un peu de temps, il va nous répondre. Donc ça, on aura des infos. Mais là, je trouve que ça a été cool parce que cette partie-là, vous allez voir, il nous donne un petit peu comment ils ont testé les choses, leurs croyances autour de ça. Et là, vous allez voir qu'il y a un paquet de choses intéressant et qui peut expliquer beaucoup de perceptions que vous avez. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'est quelque chose d'assez différent de la première soirée. On rentre plus sur le monde subjectif, sur pourquoi le monde subjectif a été nommé comme ça, pourquoi la notion de création et de puissance de l'esprit sur la matière potentiellement et partager des informations d'un point de vue subjectif est possible, comment il l'a testé, etc., etc. Donc, c'est quelque chose où on en parle beaucoup dans la méthode Silva, mais on ne sait pas trop comment il en est arrivé à conclure cette notion-là. Tu es d'accord avec moi, Lee? Moi, c'est ça que j'ai trouvé sympa dans cette partie-là, c'est que d'un coup, on se dit, ah ouais, d'accord, il a testé comme ça, tu vois, avec les 2 enfants, il a testé avec ses projections, etc. Et là, tu te dis, ah, c'est cool, parce que c'est sûr qu'on n'a pas eu forcément, nous, même en lisant les bouquins, ce type d'informations-là. Tu les avais, toi, quand tu as écouté l'audio, tu avais déjà ces informations-là ou tu as appris des nouvelles choses? Il y avait certaines choses justement que je n'avais jamais su auparavant, Ouais. d'autres que j'ai entendues plusieurs fois, comme l'histoire du camion, mais il a raconté d'une autre façon que j'ai entendu. Donc, pour moi, c'était vraiment être présente au tout départ de la méthode, au moment où il était toujours en pleine recherche, en pleine découverte, en pleine excitation, en fait. C'est vraiment fabuleux. J'adore. Et on le sent bien sur l'audio. Donc, vous allez voir, ça va être assez long parce que là, moi, j'ai mis pas mal de rouge partout parce qu'il y a des moments, il y a des phases où on ne peut pas juste prendre une partie, sinon ça ne voudrait rien dire. Donc, ça va être assez long parfois à vous lire, mais vous allez voir, c'est assez sympa. Donc, on commence. Donc, comment trouvez-vous cet atelier? Ça, c'est tout le départ. Donc, ce que nous introduisons dans leur esprit pour la première fois, nous savons que les gens le craignent en raison d'une vie entière de conditionnement et de situations environnementales. Ainsi, leur donner des outils pour gérer cela n'est pas une mauvaise chose, surtout lorsqu'on sait qu'il y a des problèmes à résoudre. Donc, en gros, il part du postulat, et là, on revient sur quelque chose d'assez connu. Au départ, on pourrait dire une feuille blanche, une feuille vierge, sur laquelle des croyances, des valeurs, des expériences vont teinter et transformer cette feuille blanche, ce qui fait que
on a nos histoires, on a nos programmes, on a un mot qu'il utilise énormément sur cette partie-là, on a nos conditionnements, donc on est conditionné, on a des automatismes biologiques, on a des automatismes de pensée, etc. Et pour lui, c'est important d'avoir un outil qui permet d'aller à minima transformer cette démarche, ce qui a pu poser problème à un moment donné. Donc, ça, c'est vraiment un élément qui est important. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'aller vers, comme d'habitude, résoudre des problèmes. Alors, donc, il revient sur un élément et des problématiques que peuvent avoir parfois les personnes. C'est l'une des premières choses, il y a une question qui se pose, c'est alors comment elle est proposée? Pouvez-vous expliquer cela plus en détail? Je ne comprends pas très bien. Un exemple, par exemple, dans quel domaine? En essayant de créer un bon état d'esprit ou de se mettre dans une bonne disposition mentale. Comment commence-t-on, disons, par créer une image mentale? Donc, il revient sur un élément qui est clé, qui est la création d'images mentales. Et la personne qui lui pose la question lui dit, mais moi, j'ai beaucoup de difficultés à ça. Et Lia, elle revient beaucoup dessus dans les cours où parfois les personnes disent, moi, j'ai pas d'imagination ou j'ai pas de visualisation. On parle pas des aphantasiques, là, on parle vraiment de cette notion où il y a une incapacité à un moment donné à comprendre ce qu'on est en train de demander et se rendre compte au fur et à mesure que on est capable de le faire, mais en fait, ce que nous demande l'instructeur ou ce que nous demande la personne d'imaginer, on complexifie beaucoup de choses alors qu'en fait, les choses sont simples. Et souvent, l'image qu'elle a, c'est, souvenez-vous de votre maison. Est-ce que vous êtes capable de me dire combien vous êtes de chambres? Est-ce que vous avez des volets? Est-ce que vous avez de quelle couleur est telle chambre, tel, je sais pas, sol, etc., etc. Ce qui nous ramène en fait à tout un travail de visualisation, tout un travail qui nous ramène à une compétence, mais on s'aperçoit que déjà à sa période, et là on est en cours avancé, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont suivi le cours, certaines personnes n'arrivent pas à visualiser. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant de l'avoir dès le deuxième jour, en réalité, des gens qui ont suivi le cours et qui disent, moi, je le refais, je suis là pour ça, parce que en fait, j'arrive pas à visualiser, j'ai l'impression que créer une image mentale, j'y arrive pas. Alors, ça serait imaginer à ce moment-là, mais même visualiser, qui est se souvenir de quelque chose qu'on a déjà expérimenté, j'y arrive pas. Mais là, vous avez dit, regarde autour de toi, ferme les yeux. Maintenant, dis-moi qu'est-ce qui est à gauche et à droite. Il a pu le faire. Exactement. Donc, d'une certaine façon, il a pu visualiser. Mais lui, il croyait qu'il ne pourrait pas imaginer. Ouais. Il croyait quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté. Et là, on a lancé tout un discours fascinant sur la création d'images. Oui. Donc, il y a vraiment tout un cheminement où il va demander, imagine-moi à tel endroit dans les escaliers ou au centre de telle place, etc. Et la personne dit, mais moi, j'en suis capable. Et du coup, il amène petit à petit à dire, mais tu vois, tu es capable d'imaginer. Pourtant, je suis face à toi et là, tu m'imagines dans tel endroit. Donc, tu y arrives. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, beaucoup de problèmes qu'on a dans la méthode, mais de façon générale, c'est la difficulté de comprendre ce que la personne nous demande. On a chacun nos définitions des termes. Oui. Et il est difficile, quand on dit à quelqu'un visualise, imagine, il y en a plein qui sont persuadés qu'ils ne sont pas aptes à imaginer. Donc, automatiquement, c'est difficile pour eux et ils vont se bloquer à se dire non, mais moi, je suis quelqu'un qui ne suis pas capable de voir, d'imaginer, d'entendre, de créer, ce que tu veux. Et en réalité, c'est juste que le mot dérange. Justement, parce que pour eux, quelqu'un qui a une bonne imagination, c'est comme justement un auteur qui a créé toute une règne avec une histoire, une géographie et dit « Oh, jamais je pourrais imaginer ça ». Mais si tu leur demandes, comme je fais dans le cours, d'imaginer un hippopotame en bikini, ils peuvent le faire. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est trop extérieur, mais c'est quand même quelque chose qu'on n'a jamais vu.
mais on combine des éléments qu'on a vus. Et ça, c'est plus facile au départ, de combiner des choses qu'on connaît déjà. C'est exactement ça. Et bon, là c'était juste un passage, mais que je trouve sympa parce que ça nous ramène quand même à se dire que dans les années 70, il y avait aussi des personnes qui s'étaient formées et qui se posaient les mêmes questions qu'on peut avoir aujourd'hui en 2024. Donc, pas de souci, faut pas se brider par rapport à ça. En d'autres termes, nous devenons paresseux en utilisant vraiment notre esprit. Nous répondons aux mots et une personne explique quelque chose. Oh, je vois ce que vous voulez dire. Vous n'avez rien vu. Alors ça, j'ai trouvé que cette phase-là, elle est intéressante. En gros, il dit que on a utilisé des sémantiques. Et là encore, on est sur la même problématique que ce qu'on vient de traiter, c'est-à-dire que le mot, il a un sens. Et il a un sens qui n'est pas commun à tout le monde, même si à la base, on a des dictionnaires qui devraient nous mettre en accord les uns avec les autres. Sauf que les mots, on les expérimente à notre manière. On a une expérience avec les mots. On a une histoire avec les mots. Donc, on a associé un ensemble d'éléments aux mots et pas toujours le sens premier du mot. C'est la manière dont on l'utilise ou dont on a pris l'habitude de l'utiliser. Là, en l'occurrence, il revient à dire, quand quelqu'un dit « je vois », il n'est pas en train de créer et de visualiser les choses, ni même de l'imaginer. Il est juste en train de faire une réponse rhétorique. Ok, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est là où il dit on est devenu paresseux parce qu'on n'est pas en train de voir ce qu'il est en train de dire. On est en train de comprendre intellectuellement ce qu'il est en train de dire, ce qui est un peu différent. Et ça, je trouve que cette notion-là, elle est intéressante. De dire, c'est vrai que, vu qu'on comprend ce que veut dire la personne, on ne fait pas l'effort d'imaginer ce que la personne nous propose ou de visualiser ce que la personne propose. Et il appelle ça paresseux. Exactement, paresseux. Et voilà l'importance de vraiment se donner le désir d'aller mieux et de pratiquer. Mais pour lui, c'est vraiment quelque chose qu'on a un peu oublié ou atrophié parce qu'on est paresseux. Intéressant. C'est ça. Ce qui, pour chacun d'entre nous, alors là, que ce soit des Silva ou des personnes qui s'intéressent un peu au travail personnel, qui peut vous faire dire, tiens, c'est vrai, quand j'utilise ce mot-là ou quand je dis que je vois quelque chose, j'entends, est-ce que vous êtes réellement en train de faire la démarche interne de projeter ce que la personne est en train de vous dire dans votre monde intérieur, dans votre miroir intérieur, dans votre écran intérieur? Et le fait parfois de le faire régulièrement, peut-être pas à chaque fois, parce qu'il y a des moments où vous n'avez pas le temps, parce qu'il y a des moments où vous n'avez pas l'énergie, mais ça peut être une bonne manière pour développer de plus en plus votre imagination, comme votre visualisation, se souvenir d'éléments ou de créer des nouveaux éléments. Et ça, je trouve que c'est une bonne remarque. Vous avez compris ce qu'il voulait dire. Voyez ce que je veux dire. Vous êtes prêt à dire je vois ce que vous voulez dire. Vous ne voyez rien. Vous comprenez ce qu'il voulait dire à cause du son des mots qui ont été répétés si souvent, si fréquemment, et vous prenez pour acquis ce que vous savez et ce qui vient d'être dit. Vous utilisez seulement cela, vous n'avez pas utilisé votre imagination pour convertir ce qu'il a dit en une image mentale, pour voir ce qu'il voulait dire. Alors, nous nous arrêtons avant d'aller plus loin, de créer une image mentale du sens des choses, et c'est là que nous avons échoué, nous avons perdu la faculté. C'est amusant comme propos. De dire en gros, on est vraiment rentré dans une incapacité où on a développé une incapacité parce qu'on ne l'a pas assez utilisé et développé. Pour autant, on dit, tiens, il y a des gens assez exceptionnels qui arrivent à visualiser, voir dans toutes les positions, dans tous les angles, dans toutes les possibilités. Mais effectivement, c'est pas toujours le cas. Et peut-être que certains ont perdu cette compétence ou ont très peu développé cette compétence. Oui, mais c'est clair quand on compare beaucoup d'adultes avec leur imagination quand ils étaient enfants. Bien sûr. Et ils ont pu le garder simplement en continuant à pratiquer. Mais le problème, c'est que notre société, notre culture ne met pas tellement d'importance sur cette faculté de créer des images. Donc, puisqu'à l'école, tout est éducation objective,
Tout ça, c'est négligé et on n'est pas encouragé justement de pratiquer. Donc, c'est pas que être paresseux, c'est que, mais les gens adultes ne mettent pas d'importance. Donc, pour être adulte, j'ai pas besoin de continuer à pratiquer ça. Ouais. Vraiment dommage. Ouais, parce que justement, on comprend. En même temps, d'un point de vue neuro, ça s'explique, vu que très souvent, on va chercher ce qui nous fait moins dépenser d'énergie. Donc, effectivement, quand des mots ont un sens et n'ont pas besoin d'être construits, ou en tout cas, on n'a pas besoin d'imaginer une situation autre, mais simplement comprendre des éléments qui sont tranchés, notre cerveau, il se dit pourquoi je vais me prendre la tête à créer quelque chose alors que c'est énergivore et que ça ne m'apportera peut-être pas forcément plus de bénéfices dans ma compréhension. En fait, ce n'est pas les mêmes intentions. Il est possible qu'en fait, ce n'est pas les mêmes intentions qu'on mette en place. Ouais, alors ça c'est un des éléments assez amusants. Il fait faire un petit peu une expérience aux personnes. Vous seriez mentalement... Ok, je peux être ici et vous pouvez tous fermer les yeux et je peux être dans votre laboratoire aussi. D'accord? Donc, je me multiplie par 100 fois et je suis toujours ici. D'accord. Vous avez fait une copie de moi. C'est ce que vous avez fait et vous avez ma copie pour répondre à votre question. Eh bien, alors, vous pourriez être multiple n'importe où. N'importe qui peut l'être. Selon qui déclenche cet état ou cette condition, ce n'était pas déclenché par moi, c'était déclenché par un individu pour faire une copie de moi dans leur laboratoire ou autre et communiquer avec moi. Je serai probablement plus intelligent que je ne le suis là où je suis maintenant. C'est assez génial cette notion qui propose en tout cas. Est-ce qu'on peut être, parce que en gros, une des questions, c'était est-ce qu'on peut être à plusieurs endroits au même moment? Factuellement, non, on ne peut pas. Mais subjectivement, si, on peut l'être. Ouais. Et ça c'est amusant d'amener cette idée de dire, en fait, si chacun à un instant T pense à moi dans leur labo, si on reprend Silva ou simplement dans une discussion, si vous faites une forme de thérapie des parties, vous allez avoir la création de la personne qui peut-être à ce moment-là est là, mais aussi chez votre voisin, puis peut-être chez la personne tout derrière la classe, etc., etc. Donc la personne, elle est là partout, mais elle est différente partout. Et elle répond potentiellement à ce que, subjectivement, on se fait comme idée de cette personne-là. Et c'est là où on voit l'intérêt des conseillers. Oui. On est exactement dans cette notion-là, où on utilise cette image qu'on a de quelqu'un, la confiance qu'on a et donc l'ensemble des projections positives qu'on a dessus pour nous conseiller, nous aider, nous donner une idée, nous amener à plein de choses. Elie régulièrement disait qu'on pouvait aussi avoir des invités dans notre laboratoire, donc des conseillers momentanés. Et c'est un peu cet exercice-là qu'on peut faire. Mais je trouve que cette idée-là de dire, oui, effectivement, on peut exister à plusieurs endroits au même moment, ouais, c'est vrai. Et dans ce cas-là, on pourrait même dire au-delà de l'espace et du temps. Parce que là, José est mort, ce qui ne veut pas dire que si on dit à toutes les personnes en un cours à un moment donné, on va se connecter à ce que José a voulu enseigner, penser à José, à ce moment-là, même s'il est mort, on refait vivre quelqu'un qui est mort. C'est quand même amusant. Et on peut avoir un dialogue avec, etc. Je trouve l'exercice sympa et l'explication assez sympa. Tu l'avais déjà entendu, ce test-là? Ce test? Ouais, ce petit exercice qu'il leur a fait faire, imaginez. Il y a tout le monde de l'imaginer. Ouais. Précisément comme ça, non. Mais l'idée qu'on peut avoir plusieurs versions différentes dans le monde subjectif, oui. Et en fait, ça me fait penser à l'ancien dicton où on disait en fait que même si nous, on meurt, on continue à vivre, on est éternel pendant qu'il y a des gens qui pensent à nous, qui ont des souvenirs de nous.
C'est-à-dire, tu continues à créer des images ou des copies de nous dans leur monde subjectif. C'est intéressant. Exactement. Tu ne cesses de vivre qu'à partir du moment où plus personne ne pense à toi. C'est ça, hein. Ouais. Donc, à partir du moment où il n'y a plus de pensée pour toi, il n'y a plus de vie, vu qu'il n'y a plus de projection d'un toi, même si le toi physique est mort depuis longtemps. C'est marrant. Ce qui veut dire qu'on peut faire ressusciter des gens en lisant des bouquins. En parlant, tu vois. À partir du moment où tu lis la biographie de quelqu'un qui est mort il y a peut-être 200 ans ou 1000 ans, d'un coup, il renaît d'une certaine façon. Subjectivement, bien sûr, avec tout ce que vous allez y créer dedans. Justement, imaginer et visualiser. Donc, c'est là où c'est assez amusant. Ensuite, l'idée nous est venue. Ouais, alors ça, c'était intéressant. Alors, où est-ce que je dois remonter ? J'ai ressenti la question du jeune homme quand il a dit à propos d'être physiquement là. Pourquoi voudriez-vous être là ? Ok, ça c'est un peu... Hein. D'accord. Remarquez que lorsque nous étions dans une expérience avec un enfant dans la recherche, nous essayons de voir si nous pouvions travailler sur nous-mêmes. Est-ce possible ? D'accord ? Donc sur nous-mêmes, est-ce que moi-même, je peux bosser sur moi-même ? D'accord ? Donc pour les personnes qui se posent la question, est-ce que pendant un cas, est-ce que je peux être l'objet de mon propre cas ? Est-ce que je peux travailler sur moi-même ? Ensuite, l'idée nous est venue que nous avons un enfant assis dans une chaise, et puis je me suis tenu à environ 9 pieds de lui, et puis dans mon imagination, j'ai vu des jumeaux. L'un se tenant devant lui, l'un se tenant devant celui qui était assis, identique. Alors, j'ai créé une image où j'ai projeté pour être juste devant lui, et j'ai dit que j'allais compter de 1 à 3 et que vous travaillez sur la personne qui est devant vous. 1, 2, 3. Alors, il a commencé à travailler sur lui. Après 5 minutes de travail sur ce corps, il s'est arrêté comme ça. Il a dit, « Monsieur Silva », je dis oui, « vous savez quoi ? C'est moi. » Je veux dire qu'il a commencé à rire. Comment ça peut être moi ? Je suis ici et je suis là-bas. Ça, c'est assez amusant. Alors ça, je voulais savoir si tu avais déjà entendu cette histoire-là. Cette histoire-là, non, justement, c'était une des histoires qui... Parce que après, il parle de l'expérience avec les camions. Là, j'ai entendu beaucoup. Mais cette histoire-là, non, c'était la toute première fois que j'ai entendu dans l'enregistrement. C'est fascinant, hein? C'est intéressant, ouais. Parce que tu vois, là, on a un peu la réponse qu'on se posait donc il y a 3-4 podcasts, à se dire, mais il a fait quoi ? Comment il a travaillé avec les jeunes ? Comment il a voulu les former en tant que clairvoyant ? Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 10 ans avec cette trentaine de personnes qu'il a formées pendant 10 ans ? Et là, on a un début de quelque chose que je trouve assez amusant. Et en plus, que tout à chacun peut tenter de répliquer. Parce que là, du coup, c'est pas quelque chose de particulièrement complexe de pouvoir se dire, tiens, alors il l'a fait avec des enfants, ce qui est souvent plus dans l'imagination, qui se laisse aller davantage, qui laisse une grosse spontanéité. Je pense que quand l'enfant dit, tiens, c'est moi, il a ressenti quelque chose qui lui disait ça. Peut-être qu'un adulte, ça serait un peu plus difficile s'il ne se laisse pas aller à rigoler et à se dire, tiens, je fais juste un test. Mais en tout cas, je trouve la démarche intéressante de dire, tiens, un tiers, une personne extérieure à nous, peut potentiellement nous faire focaliser sur quelque chose que lui-même a pensé. C'est comme ça qui est assez amusant, qu'il a construit dans sa conscience pour que l'autre ait une conscience de ce que sa conscience a construit. Oui, et effectivement, la chose, comment dire, le plus surprenante, si tu veux, mais et dans beaucoup de situations comme les camions, etc., c'est que l'idée, c'est que je peux penser à quelque chose, mais quand j'en ai pensé, j'ai créé quelque chose et ça existe à un niveau subjectif, mais il existe parce que quelqu'un d'autre peut le détecter subjectivement. Donc, d'une certaine façon, c'est réel. C'est pas que mon imagination, j'ai vraiment créé quelque chose qui est observable et par d'autres personnes indépendamment. Et ça, c'est vraiment fascinant.
À ce moment-là, on réentre, je trouve, beaucoup dans le monde un peu plus ésotérique. Donc, on sort du monde psychologique pour entrer dans un monde plus spirituel. Mais là encore, j'ai bien aimé parce qu'il ne préfère pas utiliser le mot spirituel, il dit subjectif. Mais dans ce cas, je parlais de monde ésotérique, c'est-à-dire un cheminement intérieur, hein, le côté éso, à l'inverse de exo. Exo, c'est externe, éso, c'est interne. On retrouve ces notions-là aussi bien en négatif qu'en positif. Des personnes qui disent il y a des entités, il y a des larves. Larves, c'est un truc un peu négatif. C'est quelque chose que les gens, par exemple, dans tout ce qui est géobiologie ou magnétisme, etc., aiment bien à parler et dire il y a quelque chose qui n'est pas OK. Alors on dit mais non, factuellement, il n'y a rien, tu vois, tu es dans ma maison, il n'y a rien de spécial, etc. Et ils disent ah non, mais il y a quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est se dire, et il le dit un peu plus tard dans cette soirée-là, il dit, mais en fait, tout existe et rien n'existe. Et toute pensée entraînée et envoyée vers quelqu'un, et là, on rentre dans les vieux grimoires de magie, tu vois, dans vraiment ce qu'on appelait des magies pratiques qui étaient faites dans toutes les civilisations, de dire, les gens créent un rituel qui leur permet de rentrer dans des trans dans lesquelles ils vont avoir une intention de faire du mal à quelqu'un, de gagner de l'argent, de faire tomber amoureux quelqu'un, tu vois, tous les trucs qu'on pourrait avoir dans les magies opératoires un peu anciennes. Et certains disent, ouais, mais ça marche. Mais si on reprend cette notion, c'est quelqu'un l'a pensé avec une intention et une volonté de. L'a envoyé. Concrètement, physiquement, objectivement, il ne se passe rien. Il n'y a rien. Il y a rien qui peut être. C'est juste une idée. Et comme tu dis, l'idée, c'est comme si elle prenait une forme qui est non perceptible, en tout cas objectivement. Et subjectivement, sur un monde de pensée, sur un monde d'énergie, sur un monde, je ne sais pas lequel, un monde de fréquence, un monde de vibration, aucune idée, il y a possibilité d'avoir une réception de ça. Donc réception qui peut faire du mal à la personne, admettons, et selon les civilisations, selon les cultures, tu as souvent des rebouteux ou des marabouts ou des sorciers qui peuvent exorciser. Enlever aussi cette notion de ce mauvais œil qu'on a mis, de cette mauvaise intention qu'on a envoyée, de ce spell, tu vois, de tout ce qui a pu être envoyé à un moment donné. Et c'est intéressant parce qu'on revient dans cette idée-là où eux, le travail, ou quand tu étudies un petit peu tout ce qui est des formes de magie à un moment donné, ils te disent, en gros, ce qui a existé, tu dois le transformer. Ça existait non pas parce que ça existe objectivement, mais ça existe parce qu'une pensée avec une intention mauvaise a été envoyée. C'est pour ça que souvent on dit évitez de parler des gens, même que vous n'aimez pas, ou même que vous aimez bien, mais en mal, parce que vous créez derrière potentiellement une énergie, quelque chose qui peut devenir quelque chose de réel pour la personne, ressenti comme tel. C'est-à-dire que la notion subjective prend quand même conscience dans le physique, dans l'émotionnel, dans l'intellectuel de la personne. Et là, c'est amusant, on voit vraiment toute la culture, on va dire plutôt magnétisme, guérison, les guérisseurs qu'il a dû rencontrer dans cette notion-là. De dire, on est au commencement était le verbe, hein, si on reprend la Bible, et le mot, et donc le mot, la pensée, et mais souvent dans la magie, on va te dire, il faut que tu dises le mot, il faut que tu exprimes, parce que si tu l'exprimes, l'élément existe. Il existe quelque part. Alors, le quelque part étant toujours compliqué. On va dire au niveau d'une autre dimension, au niveau vibratoire, au niveau énergétique, au niveau de l'intention, qu'importe. Mais cette notion-là, c'est la même chose. C'est dire, attention, parce qu'il est possible que quand vous ayez une intention, ça puisse être happé, saisi, capté par quelqu'un, comme cet enfant-là, qui va créer, mais à un niveau subjectif, une espèce de point de réception dans lequel il peut décoder, comprendre ou ressentir quelque chose par rapport à ça. Et toi, ça, je trouve que c'est très intéressant que lui en parle, alors que dans le reste du cours, c'est pas quoi. On l'a pas beaucoup entendu parler de ce genre de choses-là. Toi, tu l'as peut-être entendu quand vous étiez en cours Ultimate ou des choses comme ça, mais nous, sur les cours de base ou autres, on l'a pas vraiment entendu. J'ai eu quand même des gens dans le cours de base qui m'ont parlé justement de faire du mal aux autres et la magie noire, etc. Et effectivement, José explique qu'il y a quand même certaines limites
à ça par rapport à l'extension de notre aura. Mais ça, c'est pour plus tard. Mais ce que je trouve fascinant aussi, et très Sylvain, c'est que avant de se lancer dans les histoires de magie et influence de la pensée, etc., il parle de ses expériences. Donc, d'abord, cet enfant qui a pu détecter une forme pensée, carrément, qui n'existait pas objectivement. Et puis, deuxièmement, l'histoire des camions. Tu veux raconter quand même pour nos auditeurs? On va le lire. On va s'arrêter parce que ça fait déjà une demi-heure. Donc, on s'arrête sur cette première partie-là. Donc, gardez bien en tête là, sur cette notion-là, on est en train de parler de forme pensée. On est en train de parler donc de réception d'une pensée créée par autrui. Ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Et pour faire plus simple, c'est ce que vous avez certainement expérimenté si vous avez fait Sylva pendant les cas. C'est exactement l'idée qu'on peut avoir. Donc, on va continuer ça. Vous allez voir, il y a une autre expérience avec les enfants qui est hyper intéressante. Si vous avez déjà des questions et des remarques sur ces sujets-là, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube. Nous y répondrons le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, n'apprenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Merci.